Et salut, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de 3 jeux. 3 jeux, vous l'avez vu dans le vidéo, 3 petits jeux, mais qui ont été comme des grosses déceptions. Alors, j'en attendais pas grand-chose de la plupart, mais ça ne m'a pas empêché d'être déçu. Je vous préviens aussi, cette vidéo risque d'être plein de cuts, parce que je ne sais pas pourquoi, je galère à m'exprimer aujourd'hui. J'ai déjà tourné 2 vidéos, et à chaque fois, franchement, je ne suis pas pressé d'être à la phase de montage, parce que ça risque d'être plutôt dégueulasse. Aujourd'hui, je vous préviens, on est sur du full copy-press. Ceci dit, c'est pas pour autant qu'on va être gentil avec. Le premier jeu, ça va être Avant-Garde. Avant-Garde, c'est un truc qui sort initialement d'un Kickstarter. Et en Kickstarter, en anglais, ça s'appelle Avant-Garde. Donc en français, bah, tout simplement, ils ont gardé le même nom, puisque c'est du français. C'est un jeu du coup qui est localisé par Gigamix, c'est illustré par Ishita Banerjee, et c'est un jeu de Mary Flanagan et Max Sideman. C'est un deck building. Et moi, vous le savez sûrement, quand il y a du deck building, et ben tout de suite, je mouille un petit peu ma culotte et j'ai envie d'y jouer. Et là, ça propose finalement un deck building. Ils mettent 10 ans et plus, oui, mais c'est ultra accessible. Sauf le jeu à l'intérieur, je galère à le prendre, mais c'est pas grave. Mais ça fait partie un peu des défauts. C'est que dans ce jeu, pour faire un truc un petit peu de luxe, ou peut-être genre mise en place rapide, il y a des boîtes. Il y a tout un tas de boîtes. On peut les retirer. On a la boîte avec les cartes mécènes, la boîte avec les cartes, les decks de départ, les cartes avec les cartes galeries. Et dans l'idée, ces cartes galeries, vous pouvez ouvrir la boîte, tac, déballer, et ch'tac, 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 je vais le faire plein de fois, hein. Ch'tac, ch'tac, c'est déballé. Vous avez votre jeu qui est mis en place. C'est-à-dire que là, vous avez les cartes de valeur 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, on peut se dire, c'est rapide à mettre en place, c'est cool, c'est chouette. En pratique, bon, est-ce que c'était ultra idéal de faire ça, puisque vous voyez que du coup, on a un truc en carton un peu moche qui rebique, alors vous pouvez prendre du temps de bien appuyer sur les reliefs pour bien les mettre à plat, mais généralement vous n'allez pas le faire et vous allez avoir un jeu un petit peu dégueulasse. Bien. Point fort, les illustrations. En fait, on est censé être des décorateurs de galeries, enfin les mecs qui s'occupent des galeries d'art, et on va acheter, je crois, des différents tableaux pour aller les mettre dans nos propres galeries. Donc on a un style assez artistique, hein, surtout le dos des cartes qui est joli, mais c'est vrai que c'est plutôt cool, ces différents visages un petit peu stylisés, ça change un peu de ce qu'on peut voir. Donc vous avez votre plateau qui est mis en place, vous allez faire exactement la même chose avec les cartes mécènes, et là c'est un truc qui est chiant, bon ça va, ça se déballe pas trop mal, mais en vrai c'est le genre de truc où vous allez arracher votre petit bitonio ultra vite. On fait exactement pareil, tac, tac, tac et tac, et sauf que là c'est pas mis en place de manière ultra instantanée, puisque il va falloir choisir son set. C'est un jeu qui est fourni avec 4 sets particuliers, la Tour Eiffel, la Statue de la Liberté, Big Ben et un truc, une montagne, je ne sais pas ce que c'est. Vous devez choisir vos sets de cartes, c'est-à-dire que vous avez 7 bonus, 7 pouvoirs de cartes, et donc vous devez choisir votre set. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne puisse pas vraiment choisir déjà ces cartes de manière totalement aléatoire, parce qu'il y a des combos. Si vous prenez la carte Tour Eiffel, je ne sais pas, j'ai une connerie, le pouvoir de la carte 3 se marie plutôt bien avec le pouvoir de la carte 5. Donc si vous faites des choses totalement aléatoires, ça ne va pas marcher. Ou en tout cas, votre partie sera peut-être un peu plate. Mais c'est un peu dommage, parce que du coup, on a toujours un peu les mêmes mises en place. Vous avez pris vos trucs, et pareil, vous refaites ça une troisième fois, bam, 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 vous choisissez votre deck de départ. Les decks de départ sont tous constitués de la même façon, à ceci près qu'il y a une petite affinité sur les couleurs. Parce que vous l'avez peut-être remarqué, il y a des cartes de couleur bleue, il y a des cartes de couleur jaune, des cartes de couleur violette, des cartes de couleur rose, et puis, ça c'est que dans les cartes de départ, une carte grise et une carte noire. C'est un deck building, donc vous allez tirer, je ne sais plus, on va dire une bêtise, 5 cartes. 4 cartes, 5 cartes, bon, on s'en fout, on en prend 4. Ah non, on prend 5. Allez, même on en prend 6, c'est la fête. Oui, c'est ça, je crois que vous en prenez 6 sur les 10. Et pour pouvoir jouer ces cartes, il faut les mettre sur votre zone de jeu, sauf que il faut pouvoir avoir l'autorisation de les mettre. C'est-à-dire que après un 1 violet, vous pouvez mettre soit une carte violette, de n'importe quelle valeur qui soit, voire les cartes sans valeur que vous avez au départ. Mais dans ce cas-là, si vous mettez une carte sans valeur, bah, vous êtes obligé d'à côté de remettre une carte violette. Ou à la place d'une carte violette, vu que c'était un 1 violet, vous pouvez mettre un 1 de n'importe quelle couleur. Donc soit vous matchez la couleur, soit vous matchez le chiffre. Attention, la 1 blanche, il n'y a pas d'autre couleur blanche que celle-ci, donc vous serez obligé de mettre un 1. Donc à vous d'essayer de mettre dans le bon sens, par exemple un blanc, puis un violet, puis une carte violette, et après moi je suis déjà un petit peu coincé. Une fois que vous avez choisi votre petit plateau, vous résolvez. Sachant que en fonction des pouvoirs qui sont tirés, par exemple ici
toutes les cartes 2 qui sont dans ma zone, c'est écrit, si vous avez plus de 2, si vous avez le plus de 2 par rapport aux autres joueurs ou par rapport à une certaine valeur pour le mode solo, et ben vous gagnez une pièce en plus. Parce que chaque carte que vous aurez jouée dans votre propre rivière, dans votre zone de jeu, c'est une pièce. Donc là, j'ai joué 3 cartes, 3 pièces. Il n'y a pas de pouvoir pour les cartes 1, il y a des pouvoirs pour les cartes 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cet argent-là que vous allez récupérer, il va servir à racheter des cartes. Une carte de 2 vaut 2, une carte de 3 vaut 3, une carte de 7 vaut 7, etc. Donc à vous de faire en sorte d'acheter les bonnes cartes pour pouvoir essayer de comboter un petit peu sur les pouvoirs. Sur le papier, on pourrait dire que c'est cool, que ça marche bien. En solo, le but c'est de réussir à récupérer un certain nombre de trophées. Et pour avoir des trophées, bah, ça dépend de vos gains en fin de manche. Si vous avez 6 $, 6 pièces, ça vous permet de récupérer un trophée, 8 pièces, 2 trophées, 10 pièces, 3 trophées, 11 pièces, 4 trophées, et ainsi de suite. Globalement, à quelques exceptions près, les cartes les plus chères sont les cartes avec les pouvoirs les plus intéressants. Normal, puisque c'est cher d'aller la chercher. C'est un jeu finalement où à chaque fois vous allez piocher que 6 cartes parmi votre deck. Donc vous n'avez aucun intérêt d'aller acheter plein de cartes 2, plein de cartes 3, parce que vous allez un peu noyer votre deck. Il y a certains sets de bonus qui font que, en fait, ça peut être intéressant d'acheter des plus petites cartes, mais globalement, votre meilleure stratégie, ça va être toujours d'acheter la carte la plus forte, la plus chère, puisque plus vous avez des cartes avec des grosses valeurs, plus elles auront des pouvoirs intéressants, et donc finalement, la stratégie n'est pas si intéressante que ça. Et d'ailleurs, comme en solo, vous avez un certain nombre de tours pour jouer le plus de trophées, d'obtenir le plus de récompenses, et bien pour avoir des récompenses, il faut avoir plein d'argent. Pour avoir plein d'argent, il faut réussir à jouer le plus de cartes possible. Sauf qu'à chaque tour, vous n'aurez que 6 cartes en main, donc techniquement, vous n'aurez que 6 pièces maximales. Il y a quelques pouvoirs qui permettent d'augmenter ça, mais du coup, vous allez uniquement vous focus sur les quelques pouvoirs qui permettent d'augmenter votre quantité d'argent gagné. Et du coup, il en sort que la stratégie est ultra évidente, ultra obvious, c'est que vous n'avez pas une grande réflexion. Comme c'est un jeu de deck building en plus, eh ben, la pioche va être ultra aléatoire. Des fois, vous aurez une main de départ qui va directement vous permettre d'aller acheter une grosse carte. Dans ce cas-là, bah, les doigts dans le nez. Des fois, vous aurez une main de départ un peu pérave. Des fois, votre deuxième main de départ sera un peu pérave parce que ça aura vraiment squeezé toutes vos couleurs en deux zones. Enfin voilà, le problème, c'est que c'est un jeu finalement avec peu de stratégie, avec des choix obvious et avec l'aléatoire qui est digne d'un deck building. Mais quand c'est un deck building qui permet de faire des combats, qui permet de faire des combos, etc., bah pourquoi pas. Mais quand c'est un deck building qui est très puzzle game, qui est assez minimaliste, et ben cet aléatoire est finalement assez limitant. Du coup, il y a une bonne idée, mais je trouve que ça ne va pas vraiment jusqu'au bout. Peut-être qu'en multijoueur, c'est un peu plus rigolo, mais en solo, où on est vraiment en mode ultra puzzle game, je trouve ça un peu plat. Beaucoup d'aléatoires, avec du matériel finalement. Regardez, c'est pas très joli, ça reste rebiqué, etc. Poser les paquets de cartes, tac, 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 ça prend 2 secondes. Donc franchement, pour du solo, moi c'est pas quelque chose que je vais vous conseiller. Peut-être en multijoueur avec vos enfants, c'est plutôt rigolo de faire son petit casse-tête, essayer de bien agencer ses cartes pour faire quelque chose de cohérent, mais ça reste quand même assez limité et c'est quand même pas foufou. Donc moi je lui mettrai pas de Zogma, je trouve pas ça très intéressant à jouer en solo en vrai. Ensuite, on va se le faire court, long story short. Je les ai pas demandés à Yellow et je les ai reçus en même temps que Three Ring Circus, dont vous aurez une vidéo très prochainement. Ça fait partie des 2 vidéos juste avant où j'ai un peu galéré à m'exprimer. Long story short, c'est une nouvelle gamme, il y en a 2 qui sortent. C'est fait par Quentin Schemacher, ce sont des jeux français. C'est illustré par Crocotam, que je ne connais pas du tout. Celui-ci, le tout premier, le trésor du capitaine Boyle, est numéroté 1 étoile sur 3, et le deuxième, Carmen et Carlos, 2 étoiles sur 3. Ce sont des jeux uniquement solo, d'une durée de 15 minutes, un prix de 6 €. Et c'est vrai qu'on va dire que le prix a tout à fait une importance dans le choix d'acheter ou non ces jeux. Vous avez un deck de cartes, avec d'abord des petites règles qui tiennent sur 6 cartes qui vous expliquent. Ça vous explique par exemple que dans le trésor du Capitaine Boyle, que ce jeu éprouve votre capacité à faire des choix. Chaque situation donnera lieu à 2 possibilités entre lesquelles vous devrez trancher. Rebondissez de carte en carte et tentez d'atteindre la fin de cette aventure. Si vous échouez, recommencez en apprenant de vos erreurs. Et là, le but de cette carte, c'est de retrouver le trésor. Donc tout simplement, vous avez votre petit paquet de cartes qui est comme ceci, avec écrit « Debout ». C'est la carte numéro 1. Vous avez ensuite une flèche râler qui va vers la droite ou se réveiller qui va vers la gauche. À vous de choisir, quand on vous dit debout, est-ce que vous râlez ou est-ce que vous réveillez? Si vous râlez, vous retournez directement la carte dans ce sens-là. Si c'est se réveiller,
hop, vous la tournez de manière à ce que la flèche soit vers la droite et vous la retournez. Par exemple, moi je vais râler. Râler, et ben je me prends une rouste. Hop, ça me dit d'aller à la carte 3, donc je peux défausser ces cartes-là, et je vais à la carte 3. C'était le contremaître qui me parlait. Est-ce que maintenant je lui obéis, ou est-ce que je me bagarre? Bon, ben, on va faire le con, on va se bagarrer. Bam, je suis assommé, je vais à la carte 6. Ensuite, il y a du vacarme. Est-ce que je le suis, ou est-ce que je me planque? On va se planquer, on va aller dans un tonneau. On va aller donc à la carte numéro 13. Il y a des ennemis. Est-ce que je sors ou est-ce que je reste planqué? On va encore rester planqué. On écoute des cris. Bref, je ne vais pas vous faire toute l'histoire. Je pensais en fait que j'aurais un game over en me bagarrant avec le mec qui m'a foutu une rouste, mais pas du tout. Vous allez faire ça et vous allez sauter de carte en carte. C'est un paquet avec une soixantaine de cartes, mais il n'y en a que 50 qui comptent dans le jeu. Des fois vous allez avancer, des fois vous allez reculer. Vous allez débloquer des fois des objets qui vont vous permettre d'avancer sur l'histoire. Le but étant de terminer, d'arriver à trouver le trésor, et une fois que vous avez terminé le trésor, vous allez pouvoir éventuellement le recommencer pour avoir des objectifs annexes qui vous seront révélés, mais que vous allez peut-être déjà débloquer en cours de partie. On va expliquer rapidement le deuxième jeu, Carmen et Carlos. Carmen et Carlos, là on va être dans un univers de Dia de los Muertos, le jour où le monde des morts rejoint le monde des vivants, et donc vous pouvez retrouver l'être aimé. Et c'est exactement ce qu'on va vivre. On a un paquet avec Carlos et un paquet avec Carmen, et le but va être de naviguer librement d'un paquet à l'autre, sachant que des fois pour faire une action dans le monde des morts avec Carlos, il faudra avoir débloqué quelque chose avec Carmen, et vice versa, et des fois vous ne pourrez plus du tout avancer tant que vous n'aurez pas débloqué d'autres choses. Et là donc c'est une histoire finalement où ces deux amants qui ont été séparés par la mort vont essayer de se retrouver, sinon c'est exactement la même mécanique, et effectivement 2 étoiles sur 3, il est un petit peu plus compliqué que le premier. J'ai absolument pas aimé. Je m'en doutais un peu. C'est pour ça que je ne les ai pas demandés à Yellow, alors que c'est écrit solo uniquement. Enfin, c'est pas écrit solo uniquement, c'est écrit 1 et plus, mais je savais que c'était pas pour moi. Donc je les ai pas demandés, mais je les ai reçus. Forcément, j'ai une chaîne solo, donc ça aurait été étonnant que je les ai pas, mais voilà. Ce que j'ai pas aimé, c'est que finalement déjà, c'est écrit 15 minutes, c'est vrai, c'est court. Une fois que vous avez fait ça, est-ce que vous avez envie d'y retourner? Plus jamais. Du coup, moi, acheté un jeu en me disant que ça sera forcément du one-shot ultra bref. Je suis pas ultra le public. Je le fais pour les unlock, mais avec une boîte, j'ai quand même 3 heures de gameplay, j'ai pas mal de contenu. Là, c'est vraiment ultra rapide. Donc, on va se dire que c'est pas mal pour un Secret Santa ou si vous allez prendre le train, mais attention, il ne faut pas un long trajet de train, c'est ultra rapide. L'autre problème, c'est que ça raconte pas grand-chose. C'est tellement vite expédié que niveau scénario, il se passe rien. Déjà, c'est lambda, une histoire de pirates comme on en connaît pas mal, une histoire de 2 mecs qui sont séparés qui vont se retrouver. Bon, vous l'avez vu, à chaque fois, il n'y a qu'un seul mot de chaque côté, donc il y a 2 mots par carte. On va dire que ça vous permet de faire travailler votre imagination pour essayer d'imaginer, et c'est vrai. Moi, j'ai tout à fait imaginé la scène des pirates, j'ai tout à fait imaginé la rencontre de Carmen et Carlos. Au bout d'un moment, elle va rencontrer quelqu'un, elle va se maquiller. On arrive à s'imaginer Carmen en train de se maquiller et Carlos en train de chuter un moment dans le caniveau, etc. Il n'y a pas de souci, sauf que c'est quand même ultra rapide, ultra bref. C'est une histoire ultra attendue, il ne s'est pas passé un truc de fou. C'est basé sur le die and retry, donc si jamais vous avez fait une combinaison qui ne marche pas, et vous recommencez à zéro, ou presque, parce que des fois ça permet de revenir au point de départ sans tout recommencer totalement, mais du coup vous avancez, tac, 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 finalement c'est un petit puzzle game. Pour tout vous dire, je suis arrivé à la bonne fin du premier coup au niveau des pirates, j'ai pas eu envie de recommencer pour avoir les bonus, et Carmen et Carlos, j'ai mis un petit peu plus de temps. D'ailleurs j'avais commencé par Carmen et Carlos parce que j'avais pas vu qu'il y avait un niveau de difficulté, mais voilà, moi, j'ai rien vécu de spécial, c'est un jeu, ça m'a pris 10 minutes l'un et peut-être un quart d'heure l'autre. Bon, voilà, je les ai fait, j'ai dépensé 6 € chacun, et maintenant, j'en fais quoi? J'en fais rien. C'est ça le problème, c'est que ça n'a pas vraiment de rejouabilité, on n'a pas envie de revenir pour découvrir les autres fins, pour recommencer éventuellement 2-3 fois pour trouver exactement la bonne combinaison pour arriver à ce que l'auteur a envie, au point auquel on doit arriver. C'est mécanique, tac, 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 on n'est pas vraiment immergé dans l'ambiance. À un moment, on entend quelqu'un qui se dit « réveille-toi », on se doute bien que la bonne réponse, ça va être de se réveiller. Il n'y a pas vraiment un vrai choix.
qui va découler à une histoire un peu différente. C'est vraiment un jeu où il y a un vrai chemin à parcourir et il faut trouver ce bon chemin qui nous a été dicté, sinon c'est game over. Ou alors on revient à la boucle de départ. C'est pas vraiment un jeu avec une immersion, c'est un jeu où on doit suivre, trouver la bonne piste, et donc clairement des fois vous savez bien quelle est la bonne piste. Donc moi ça m'a vraiment déçu. J'ai vu une vidéo des jeux en carton après avoir joué à ces jeux, qui lui a adoré. Il trouvait que c'était un jeu formidable, qui nécessitait un prix, il a été ému par celui-ci. Bah, allez voir sa vidéo, parce qu'il en parle bien, et ça donnera un avis peut-être mieux expliqué que le mien, et comme aujourd'hui je suis un peu fatigué, peut-être pas très intéressant à écouter, où lui forcément, eh ben, il y a son bagou et son humour qui va bien, mais moi j'ai pas du tout réussi à me projeter là-dedans, j'ai rien vécu de particulier, c'était ultra bref, ultra attendu, ultra mécanique, juste un jeu où il faut trouver des bonnes cartes. Franchement, j'ai vu que lui sur sa vidéo, il y avait beaucoup de gens qui étaient du coup super hypés et qui l'ont commandé. Et bah si vous faites partie de ces gens et que vous avez reçu le jeu, dites-moi si vous avez vécu quelque chose ou pas, parce que moi pour l'instant, hein, je suis passé totalement à côté. Ok, c'est que 6,50, mais si j'avais acheté ces deux jeux-là à 6,50€ chacun, j'aurais quand même eu l'impression d'avoir un peu perdu mon argent. Mais j'imagine que c'est un jeu qui peut être bien si vous avez un petit trajet à faire et que vous voulez avoir un truc pour vous occuper ou tout simplement un petit cadeau pour les fêtes. C'est sûr que ça peut toujours faire plaisir, mais pour moi, il n'y a pas de Zogma non plus, j'ai vraiment rien vécu là-dedans, mais je m'en doutais, je savais exactement ce que ça serait quand j'ai vu les différentes... quand je me suis renseigné sur le jeu pour les sorties du mois, j'avais vu ce que c'était, donc je savais clairement que ça ne me plairait pas. Et je n'ai pas été déçu du coup, puisque je m'attendais à être déçu. C'est méta ce que je viens de dire. Allez, on va enchaîner, on va terminer avec Ecosfera. Ecosfera, c'est aussi un deck building. Je remercie Matago, qui est le distributeur de Julibert. Je leur ai demandé s'il y avait moyen d'avoir la boîte, et donc ils se sont renseignés auprès de Julibert et ils m'ont recontacté 1 mois et demi après, parce que ça date du mois d'août, pour me dire que c'était bon, et donc je l'ai reçu. Et donc bien content, parce qu'encore une fois, je vous l'ai dit, moi dès qu'il y a un deck building, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de tester, et là c'est un deck building, encore une fois, assez puzzle game comme Avant-Garde, hein. C'était un peu là, les deux jeux sont sortis au mois de septembre je crois, donc c'était un petit peu il n'y a quasiment pas de deck building puzzle game, en tout cas au sens où j'entends, et là, bam, deux d'un coup. Ecosfera, c'est un jeu dans lequel on va nous proposer de essayer de respecter l'écosystème, la planète dans lequel on est. Il y a d'ailleurs une petite étiquette Eco-Friendly Game, hein. Ils essaient d'utiliser des matériaux recyclés ou des choses comme ça, ou en tout cas qui proviennent d'une production un peu plus éthique. Et c'est dans un jeu dans lequel on va devoir avoir des éléments qui vont nous permettre de produire des plantes. Ces plantes vont nous servir à appâter des animaux dans notre écosystème, et ces animaux vont nous permettre de sauver la planète. Attention, s'il y a eu trop de catastrophes, c'est game over. Notre but étant de reconstruire totalement l'écosystème, c'est-à-dire les 7 tuiles qui sont les différents biomes, hein, aquatiques, tropiques, etc. Vous commencez avec finalement une main de cartes avec seulement des éléments, comme le temps, comme l'eau, comme la terre, etc. Mais vous allez aussi commencer avec 2 cartes catastrophes dans votre main. Les cartes catastrophes, ce sont celles-ci. Écoute, comme tout deck building, vous allez mélanger votre petit paquet, vous allez récupérer, je crois, 5 cartes dans celui-là et pas 6 comme l'autre. Et donc, sur la première ligne du plateau principal de la zone de jeu, il y a des plantes. Sur cette plante-là, il y a 3 icônes, 2 gouttes d'eau et un soleil. Ça veut dire que pour acheter cette plante, il faut que je défausse de ma main 2 gouttes d'eau et un soleil. Si vous les avez, très bien, vous défaussez vos cartes, vous prenez ça, vous la mettez dans votre défausse. Si vous avez 2 des 3 éléments demandés, vous allez quand même pouvoir le faire. Vous allez récupérer l'élément manquant de la zone de jeu que vous allez défausser et acheter ça. Et donc en fait, acheter des cartes plantes, c'est le moyen d'améliorer, d'augmenter le nombre de cartes éléments. Donc finalement, quand vous achetez une carte plante, vous achetez peut-être un élément plus une carte. Et ça, j'ai trouvé ça assez malin de finalement agrémenter sa main de départ en ayant les capacités d'achat incomplets. Je trouvais ça plutôt rigolo. Cette carte, elle va aller dans votre défausse, elle va revenir tôt ou tard. Vous voyez que sur la plante, il y a 2 icônes. Le bleu et le violet, ça correspond aux écosystèmes. Et tout pareil, vous voyez ce saumon, il a 3 icônes en dessous. Lui, il aime bien le rond bleu, la zone toute bleue et la zone toute verte. Si à un moment, j'ai 2 cartes avec une icône bleue comme ça, je peux les dépenser pour acheter le saumon. Et si à un moment, j'ai un animal comme le saumon, et par exemple un animal comme cet aigle dans ma main, je peux prendre tous les écosystèmes qui sont en commun. Donc là, vous voyez qu'il y a le bleu, donc je peux mettre la toundra, et il y a également le vert, donc je peux prendre la taïga. Et j'ai validé
2 écosystèmes. Donc on va avoir une main avec des éléments qui vont nous permettre d'acheter des plantes. Quand j'aurai suffisamment de plantes identiques, je vais pouvoir acheter des animaux. Et quand j'aurai suffisamment d'animaux identiques, je vais pouvoir acheter des trucs. Sauf que vous avez des cartes catastrophes. Si à un moment, un tour, je ne peux rien faire, je ne peux rien acheter, je prends une carte catastrophe. Si à un moment, dans ma main, j'ai 3 cartes catastrophes, bim, il y a un désastre. Si à un moment, j'ai 4 cartes catastrophes, eh bien je prends 3 désastres. Et autant il y a 7 écosystèmes, autant il y a 7 désastres, et on peut perdre. Et dans ce jeu, finalement, une fois que j'ai joué cette aigle et que j'ai joué ce saumon, je n'ai plus aucun intérêt d'avoir ces cartes parce que j'ai déjà ce biome-là et ce biome-là. Donc à un moment, on va se retrouver avec un deck qui va grossir, 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 et il va falloir faire en sorte de réussir à le vider parce qu'on va avoir des cartes de plus en plus mortes qui vont peut-être nous permettre d'acheter des cartes, mais pas des cartes qui nous permettent d'avoir des nouveaux biomes. Et ça, on va pouvoir le faire parce que sur ces cartes, il y a des pouvoirs éventuellement. Et puis en début de partie, on va aussi piocher 3 pouvoirs qui vont nous permettre de piocher une carte de plus, qui vont nous permettre de renouveler une rangée, mais surtout une carte qui va nous permettre de faire un transfert. Un transfert, c'est en solo, aller mettre, mais ça c'est pas aussi pour le multijoueur, défausser, vendre une carte de ma main et la remettre dans le marché. Ça fait que j'épure mon deck. Ou alors, je peux utiliser ce pouvoir pour remettre une carte de ma main et la mettre au-dessus de ma pioche. Au tour prochain, je repiocherai 4 cartes, du coup c'est 4 cartes par tour, plus la 5e, celle que j'ai remise. Ça va pouvoir permettre de, stratégiquement parlant, choisir un peu ce qu'on fait, d'essayer d'avoir cette première phase où on va augmenter notre deck et rapidement cette phase où on va essayer de l'épurer. C'est un jeu où ça sert à rien de partir dans toutes les directions parce que dans ce cas-là, vous allez avoir plein de cartes qui vont potentiellement faire plein de choses, mais vous n'aurez jamais le match des 2 cartes ensemble. Donc il va falloir très clairement réfléchir à ce qu'on fait, partir dans une direction, épurer, partir dans l'autre. Sur le papier, ça marche bien, je suis convaincu, j'ai envie d'y jouer. En pratique, en solo, ça marche pas vraiment. Ça marche pas vraiment pour une raison principale, c'est que, encore une fois, c'est un deck building, il y a un gros aléa. Normalement, c'est un jeu coopératif. On fait ça tous ensemble. Moi, quand j'ai la petite action qui permet de remettre une carte au-dessus de mon deck, j'ai aucune idée des cartes qui vont être tirées avec. Donc j'en mets une au pif, parce qu'elle ne me sert pas maintenant, mais stratégiquement, je ne sais pas qu'au tour prochain, elle va vraiment me servir. En vrai multijoueur, tout le monde a sa main qui est révélée. Donc je sais que cette carte-là, elle ne m'est pas utile, mais mon voisin de droite, cette carte-là, elle lui est vraiment utile, et ça va lui permettre de faire quelque chose. En plus, on va pouvoir un peu s'orienter les tâches. Moi, je fais plutôt ces écosystèmes, toi, tu fais plutôt ces écosystèmes. On va un peu s'aider. Là, vous devez tout faire, vous n'avez aucune visibilité sur votre pioche, donc peut-être que vous allez utiliser votre pouvoir que vous n'aurez pas à chaque tour. Pour pouvoir le réactiver, il va falloir jouer des animaux et avoir des matchs qui collent, donc finalement ça ne va pas être tous les tours, ça va mettre un petit peu de temps, donc peut-être que vous allez garder une carte pour le tour d'après et que vous allez rien en faire. De même qu'en fonction des tirages des cartes, peut-être que les blancs ne vont pas du tout matcher avec les animaux et vous serez obligé de défausser votre joker pour renouveler une ligne et peut-être que la nouvelle ligne coincera aussi. Du coup, vous serez obligé d'acheter des cartes un peu moins intéressantes parce que ça va pas aller. Ou alors peut-être que dès votre main de départ, vous aurez déjà 2 catastrophes, donc vous aurez une main un peu pourrie, vous acheterez un truc un peu naze. Enfin, c'est vraiment un jeu où en solo, il y a beaucoup trop d'aléatoires, vous n'avez pas assez de contrôle, et du coup, le jeu est ultra difficile parce que vous ne gérez pas grand chose. Vous faites du mieux que vous puissiez, mais c'est vraiment très mal joué. Si vous voulez jouer en solo, clairement, faites un jeu à 2 mains. Ne faites pas le mode solo qui est proposé dans le jeu. Il a un relatif faible intérêt, ça ne marche pas vraiment. C'est mal pensé. On n'a aucune lisibilité pour un jeu qui est un casse-tête. Un casse-tête où on n'a aucune visibilité sur ce qu'on va faire, et c'est un casse-tête qui est un petit peu foiré. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est quand vous lisez les règles de jeu, vous faites votre jeu, vous avez perdu, etc. Vous faites 2-3 parties et vous vous dites, mais au fait, c'était quoi ça là dans la boîte? Il y a du scoring? Bah non, il n'y a pas de scoring. Vous regardez la règle, qui est en anglais, en français, en espagnol et en allemand, vous allez à la règle. Le matériel, la préparation, l'aperçu et but du jeu, le déroulement, la fin du tour, obtenir des cartes, les catastrophes et les tuiles extinction, capacité, mode solo, et après vous arrivez en espagnol. Bon bah non, il n'y a pas de scoring. En fait, il faut aller tout à la fin de la règle, dernière page, pour avoir l'explication du scoring. C'est inconcevable. Jamais une seule fois dans la règle, il y a une petite note disant, va voir, il y a un scoring, mais il est à la dernière ligne. Bah non. Si tu fais pas gaffe, tu oublies un peu bêtement qu'il y a ce petit truc-là, ou alors tu te dis au départ, je me suis dit peut-être qu'il y avait une extension, que c'était pour le Kickstarter, etc. Bah non, que dalle. Le scoring n'est absolument pas discuté dans les règles. On n'a aucune idée qu'il y a un scoring si on lit les règles. Alors il y a quand même écrit carnet de score dans le matériel, mais c'est tout. Et franchement, devoir aller tourner 20 pages de plus pour aller trouver le scoring,
c'est un peu con. S'il avait mis ici, on le voit vite fait, mais là non, il faut tourner les pages. Bon. De toute façon, j'ai jamais gagné, donc j'ai pas besoin de compter mes points puisque j'ai jamais gagné. Mais quand même, c'est un peu couillon d'avoir un scoring dont personne ne parle. Et je suis même allé voir sur BGG en fait. Hein. J'ai pas vu directement dans la règle. Et il y a plein de gens comme moi qui disent mais ils ont oublié de parler du scoring. Bah non, non, ils ont pas oublié de parler du scoring, c'est juste que c'est pas expliqué, c'est pas mis au bon endroit. Voilà. Ceci dit, je vais quand même lui mettre un petit Zogma. Je vais lui mettre un Zogma de bronze parce qu'en vrai, j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée d'augmenter son deck et de l'épurer, et c'est obligé de l'épurer, parce que sinon vous allez retrouver avec un deck comme ça, vous allez galérer à perdre. C'est même pas que vous allez galérer à gagner, c'est que vous allez toujours réussir à acheter une petite carte de merde, et la partie va durer 1 heure et quart, vous n'allez pas vous en sortir, donc clairement quand vous voyez que ça vous échappe, abandonnez, parce que si vous attendez de perdre, vous allez passer 15 ans alors que la partie est perdue depuis déjà 30 minutes, parce que vous n'avez pas réussi à épurer votre deck au moment de trouver la courbe descendante. Donc il y a quand même une bonne idée, en multijoueur, en coopération ou en solo, double main, ça doit bien marcher, mais en trou solo, c'est quand même une déception, ça sera un Zogma de bronze pour moi. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je sais que je parle un peu vite et que je suis pas de super bonne humeur et que du coup il n'y a pas trop de blagues, etc. Donc j'espère que c'était quand même clair et compréhensible ce que j'ai dit et pas trop chiant. Sinon, bah désolé, j'essaie de me rattraper une future semaine où je serai un peu plus en forme. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces jeux. On n'a parlé que de petits jeux qui ne vont pas intéresser grand monde sur le papier. Et en plus, vu comment je les ai un petit peu cassés, ça risque d'un peu moins vous intéresser. Mais c'est comme ça. Il y aura quand même une vidéo d'Ecosfera, parce qu'il propose quelque chose d'un peu différent, et donc il y aura une vidéo. En fait, la vidéo, je l'ai même tournée il y a 2 semaines pour tout vous dire, mais j'ai toujours pas fait de montage, etc., parce qu'en ce moment, j'ai un peu la flemme. Il n'y aura pas de vidéo sur Avant-Garde, il n'y aura pas de vidéo sur Long Story Short, parce que ça serait vous spoiler. Donc voilà, vous savez à quoi vous attendre de ces 3 petits jeux, si jamais vous vous posiez la question de peut-être vous les procurer pour Noël. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à cliquer sur les liens affiliés si jamais vous voulez faire un petit plaisir, et puis nous on se dit à très bientôt pour notre vidéo. Ciao ciao.